Bonjour à tous, pour commencer, donc, je m'appelle Geoffrey, je vais vous parler des applications 12 Factor avec Symfony et Docker. Voilà. Donc les applications 12 Factor, c'est, pour ceux qui n'ont pas lu le petit résumé de la conf, c'est une méthodologie qui a été développée en fait par les ingénieurs de Heroku, qui vise à faciliter en fait et à régir un peu, entre guillemets, le développement d'applications qui vont être facilement scalable, maintenables, tout ça dans les clouds un peu modernes, comme Heroku. Donc il y a plusieurs, en fait, plusieurs buts aux applications, enfin, à ce manifeste en fait 12 Factor. À chaque fois que j'ai des slides qui sont type citation comme ça, c'est tiré directement du site de 12 Factor. Donc les différents buts en fait qu'on va essayer d'atteindre, c'est d'utiliser donc dans un premier lieu des formats déclaratifs pour gérer tout ce qui va être nos fichiers de configuration ou ce genre de choses. Donc un format déclaratif pour info, c'est par exemple un makefile, c'est un format déclaratif dans lequel on déclare en fait le résultat auquel on veut arriver, contrairement à la façon dont on va y arriver. Deuxième chose, on va essayer de définir un contrat clair en fait d'interaction entre notre application et finalement le système sur lequel on va l'exécuter. Donc on peut voir ça un petit peu comme une interface qu'on va devoir respecter. On peut comparer ça à CGI par exemple. Troisième chose, le but premier au final de 12 Factor, c'est d'avoir des applis qui sont déployables sur, comme je disais, des clouds, des plateformes de cloud modernes. Donc Heroku, mais aussi Google Compute Engine, Amazon, ce genre de choses. Un autre aspect très important de 12 Factor, qu'on va pouvoir atteindre assez facilement avec Docker, on verra tout à l'heure, c'est de minimiser la divergence entre les environnements de développement et les environnements de production. Donc c'est-à-dire avoir le plus possible la même chose en développement, donc les mêmes appliances, tout ça, qu'en production pour éviter les surprises de mise en prod, qu'on a tous déjà eu forcément. Et le dernier point qu'on essaye de réussir en fait avec ça, c'est le Saint Graal aussi de toutes les applis à fort trafic, c'est la scalabilité optimale, facile, qui marche bien. Donc pour arriver à tout ça, on a 12 points sur lesquels on va se pencher, d'où le 12 Factor, qui vont chacun en fait, ça va être des recommandations. Donc comme d'habitude, des recommandations, c'est pas la loi, quoi. On va pas dire, c'est pas parce que je vais vous dire quelque chose là tout de suite qu'il va falloir rentrer chez vous demain et tout changer vos applis, quoi. C'est juste en fait on va dire des idéaux, entre guillemets, vers lesquels c'est bien de tendre. Donc voilà, ces 12, là, on va les voir tous, chacun, les uns à la suite des autres. En commençant par cette notion de code base. Alors la notion de code base, en fait, c'est plus, dans le cadre en fait, de 12 Factor, c'est plus une question de vocabulaire qui va nous permettre de jeter les bases pour le reste. Donc le code base, dans une appli 12 Factor, ça définit en fait une application. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais une application, un code base, ça correspond en fait à un repository, donc n'est pas sectaire, ça peut être aussi bien Git que Mercurial ou Subversion. Et en fait, le concept important dans cette histoire de code base, c'est que si on a plusieurs code bases, on ne parle plus d'une appli, on parle d'un système distribué. Donc c'est purement une question de vocabulaire. Et pour bien en fait expliquer que tous les préceptes dont je vais vous parler là s'appliquent à une application. Ça ne s'applique pas à un système distribué. Si j'ai une application web, un front, avec, par exemple, je peux avoir très bien un serveur WebSocket en Node.js qui va être dans un autre repository, et je sais pas, des workers pour mes jobs en background, tous les préceptes en fait vont s'appliquer à ces parties de mon système de façon séparée. D'accord ? Voilà, c'est tout grosso modo
ce qu'il y a à savoir sur cette histoire de Codebase, avec en plus le concept que pour chaque Codebase, on va avoir potentiellement plusieurs déploiements. Alors qu'est-ce qu'on appelle un déploiement dans la terminologie 12 Factor? C'est en fait quand on va déployer notre Codebase dans différents environnements, on va avoir un déploiement en prod, un déploiement en pré-prod, un déploiement en dev, un déploiement sur de l'intégration continue. Tout ça, c'est des déploiements. Donc un Codebase peut être lié à plusieurs déploiements. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour poser la base. Et au final, ce qu'il faut retenir de cette petite partie-là, c'est que les préceptes s'appliquent vraiment à une appli, pas à l'ensemble d'un projet, au final. Deuxième partie, la gestion des dépendances. Alors la gestion des dépendances, c'est quelque chose qui a été pendant longtemps un peu compliqué en PHP, puisque pendant pas mal de temps, on avait des outils plus ou moins performants. Après, ça dépend si on aime Pire ou pas, par exemple. Moi, j'aime pas trop. La grosse question qui se pose au niveau des dépendances, c'est est-ce qu'on préfère gérer des dépendances au niveau du système, donc qui a un fonctionnement plus comme Pire? Je sais qu'on peut faire les deux, mais par défaut, c'est plus comme ça. Ou est-ce qu'on préfère gérer les dépendances au niveau du projet? Dans la méthode 12 Factor, on va préférer avoir des dépendances au niveau du projet, parce que ça nous permet d'encapsuler et de pouvoir en fait certifier que quand je déploie mon projet, j'ai un certain set de versions de dépendances. Donc pour faire ça, pour garantir ça, on va utiliser plusieurs outils. Pour les dépendances PHP, en général, maintenant je pense que beaucoup de personnes utilisent Composer. On a aussi des outils pour gérer les dépendances au niveau front-end. Là encore, on ne va pas être sectaire, il y a des personnes qui préfèrent utiliser Bower, des personnes qui préfèrent utiliser NPM. Peu importe, l'important c'est vraiment d'avoir un système qui nous permet de déclarer nos dépendances et de certifier que on va avoir au final un set de versions, celui qu'on a choisi, qui sera le même, quel que soit l'environnement de déploiement. On a en fait la partie dépendance, elle est séparée en deux parties. Là, je viens de vous parler de la partie déclaration des dépendances. On a aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément toujours. Moi, en tout cas, je n'y pensais pas avant de me pencher sur ces recommandations 12 Factor. C'est l'isolation des dépendances. En fait, on n'y pense pas forcément, ce qui n'est pas forcément toujours un problème, puisque Composer étant bien fait, il s'en occupe pour nous, sans vraiment nous le dire. L'isolation des dépendances, c'est ce qui va nous permettre de certifier qu'on n'a pas de dépendance externe, par exemple qui serait globale au système, qui se retrouverait par erreur dans notre appli. Alors comment ça marche globalement? Avec Composer, c'est deux choses. On a notre répertoire bin dans le projet, qui va contenir tous les binaires qui ont été installés via les dépendances Composer. Et on a aussi l'autoload en fait, qui nous assure que c'est vraiment les dépendances qu'on a installées via Composer qui sont installées. On a une dernière chose à gérer au niveau des dépendances, c'est la dépendance à des outils système. Donc ça, j'espère en tout cas que plus personne ne fait ça de nos jours, mais on a toujours des moments où, on a parfois des moments où on a besoin, je sais pas, de faire un exec système sur un outil qui n'aurait pas de binding en fait dans notre langage. Ça peut arriver. Dans ce genre de cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que faire un shell exec, c'est pas une bonne idée, il faut toujours trouver un binding, il faut faire le maximum en tout cas. Et si c'est vraiment pas possible, l'idéal, c'est, encore une fois, pas se reposer sur une dépendance qui va être system-wide, mais vraiment de packager cette dépendance-là particulière, ce binaire, dans notre appli. Donc dans le répertoire vendor par exemple, ou dans notre répertoire bin. Ce qui nous permet, si là, en l'occurrence, on n'a pas forcément de système qui nous permet de déclarer la dépendance en tant que telle, on peut au moins l'isoler. Donc ça reste un moindre mal. Le point suivant, c'est la gestion de la configuration. Alors la configuration, en fait, il y a plusieurs préceptes, il y a plusieurs définitions de la configuration. Et pour comprendre un peu comment les applis 12 Factor sont censés gérer la configuration, il faut voir un peu qu'est-ce qu'on entend par configuration. Donc, ces trois choses,
ça va être la description des ressources à laquelle vont accéder notre application. Ça va être la déclaration, par exemple, de login password pour des ressources externes, comme S3 ou des API, Twitter, Facebook, peu importe, et des valeurs plus ou moins arbitraires qui vont en fait permettre de régir tout le fonctionnement de l'application et aussi ses déploiements. Dans les applis 12 factor, comme on s'en doute un petit peu, je pense, on a vraiment une séparation stricte de la configuration et du code. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de faire en sorte de ne jamais avoir d'éléments qui sont en dur dans le code, par exemple une constante qui va dire telle chose est activée, etc. On va essayer d'éviter ça au maximum, et ça tombe bien parce que Symfony nous propose un système qui est assez performant, assez efficace en la matière du parameters.yaml, qui nous permet de déclarer des directives de configuration arbitraire. Il ne faut pas oublier qu'on peut facilement créer d'autres fichiers de configuration avec Symfony. C'est vrai que moi j'ai bossé sur pas mal de projets qui finissaient par avoir en fait, un parameters.yaml qui était assez poilu avec plein de choses. Donc dans ce cas-là, pour moi, en fait, ce que je fais, c'est je split ces configurations dans plusieurs fichiers. Par exemple, là, l'exemple que j'ai mis, c'est un fichier avec tous les credentials des API que j'utilise dans l'application. Il peut y en avoir d'autres. Et il ne faut pas oublier aussi de documenter toutes les directives de configuration. Cela dit, les fichiers de configuration, ce n'est pas forcément l'idéal. Alors là, en fait, on touche un peu à quelque chose qui est... pour moi, c'est un peu flou quand on ne fait pas du DevOps ou de l'Ops tout court tous les jours. C'est les variables d'environnement. Dans l'idéal, les variables d'environnement, en fait, c'est le meilleur moyen de déclarer de la configuration pour une appli. Quand je parle de variables d'environnement, c'est les variables d'environnement qu'on va trouver dans le shell, qu'on peut trouver dans $env par exemple, ou avec getEnv. Et le problème, c'est que souvent, avec Symfony, il n'y a pas forcément de moyens faciles en built-in d'accéder à ces variables, enfin de les inclure dans la configuration, on va dire. Il y a des moyens, moi je ne les trouve pas très pratiques. Il reste quand même la possibilité d'utiliser le parameter handler, que a priori, normalement, tout le monde utilise. Si vous utilisez Composer, vous utilisez parameter handler, a priori. Et une de ces fonctionnalités qui est peut-être un peu méconnue, qui s'appelle envmap, qui va permettre en fait, de déclarer un mapping entre des variables d'environnement et des directives de configuration du parameters.yaml. Donc grâce à ça, on va pouvoir en fait déclarer des variables d'environnement et elles seront prises en compte automatiquement à chaque composer install ou composer update. Ce qui nous permet, par exemple, avec Docker, quand on va containeriser une application et qu'on va vouloir lancer un container, on a un moyen très simple en fait, de déclarer des variables d'environnement à l'intérieur avec, dans la commande docker run, on a un argument -e qui nous permet de déclarer des variables. Donc ces variables, on peut soit leur donner directement une valeur, soit, comme dans mon exemple, en fait, la deuxième, là, le -e toto, ça demande à Docker en fait, de résoudre la valeur de cette variable à la valeur qu'elle a sur le système hôte. Donc c'est assez pratique, et encore plus pratique si on utilise Fig. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fig, c'est un outil d'orchestration avec Docker qui permet de gérer l'exécution en fait, de plusieurs containers ensemble, de les lier, etc. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Fig en fait, nous permet de décrire finalement notre architecture de containers et de décrire en fait, des variables d'environnement, comme on l'a fait avec le Docker Run juste avant. Donc en fait, par la conjugaison du parameter handler dans le composer YAML, JSON, pardon, et de ces fonctionnalités de Docker et Fig, on peut arriver à quelque chose de sympa au niveau de la configuration en utilisant des variables d'environnement. Ensuite, on a la question, en fait, de ce que les applis 12 factor appellent les baking services. C'est, en gros, un baking service, c'est n'importe quelle ressource ou service que l'application utilise via le réseau dans le cadre de son fonctionnement habituel.
Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça concerne tout ce qui va être data store, serveur de base de données, key value, etc. Tout ce qui va être en fait n'importe quel service auquel on accède par le réseau. Donc SMTP, des API, etc. Tout ce genre de choses. Alors, comment ça va se passer? Comment on peut en fait modéliser ces ressources avec Docker? C'est simple, en fait, on va utiliser un design pattern de Docker qui s'appelle Ambassador. Donc, Ambassador, en quoi ça consiste? Ça va nous permettre de définir des containers qui sont en fait des ambassadeurs, mais qui sont plus concrètement en fait des proxys entre notre appli et le service qu'on essaye d'atteindre. Ça, c'est un pattern qui nous permet en fait de distribuer une application containerisée sur plusieurs serveurs de façon transparente en fait pour l'appli. Parce que concrètement, notre appli ici, donc elle va se connecter. Si je veux me connecter à MySQL, je vais me connecter à l'ambassadeur en fait MySQL, donc la branche du haut, qui lui en fait est un container qui se trouve sur le même hôte que mon appli, qui lui en fait va se connecter à un autre ambassadeur qui lui se trouve sur un autre serveur, par exemple, et qui lui, en retour, au final, c'est lui qui se connecte pour de vrai au serveur MySQL. Alors quel intérêt de faire ça, vous allez peut-être me demander? Eh ben, c'est simple, c'est que en fait, l'appli, pour elle, le serveur MySQL ne bouge jamais. C'est toujours ce premier container qui sera en fait son interface avec le serveur MySQL. De l'autre côté, tout au bout, là, moi, si je veux rajouter des serveurs MySQL, ou si je veux les bouger de serveur, l'appli n'en saura jamais rien. Donc ça me permet en fait d'encapsuler ce concept de baking service et de faire en sorte que ce soit complètement transparent pour mon application. J'ai jamais à me soucier vraiment de où se trouvent les choses et de qu'est-ce qui se passe si j'ai un serveur qui pète. Parce que l'avantage de ça, c'est qu'on peut le globaliser en fait à tous les services, donc pas seulement des choses qu'on gère nous-mêmes, mais également ça nous permet de mettre une sorte de proxy entre notre appli et les API qu'on utilise potentiellement. Et en gros, en utilisant ce design pattern, ça va nous permettre d'avoir en gros un container qui va agir comme s'il était, par exemple, l'API Facebook. À partir de là, dans mon container, je peux mettre tout un tas de systèmes qui vont me permettre de détecter si l'API Facebook elle marche et de renvoyer quelque chose. Par exemple, si mon appli elle dépend d'un appel à une API Facebook et que l'API Facebook est en vrac, ça peut arriver. Là, je peux, en fait, dans mon container ambassadeur, le détecter tout de suite et renvoyer une réponse immédiate à mon appli pour lui dire l'API Facebook ne marche pas. Donc ça me permet d'éviter des gros timeouts, par exemple. Et je peux également y mettre du cache, si j'en ai envie. Donc il y a tout un tas d'avantages, en fait, à considérer vraiment ces ressources comme des services encapsulés via des ambassadeurs. Ensuite, on va parler d'un cycle qu'on a tout intérêt à automatiser et qu'on peut automatiser assez facilement avec Docker. C'est le cycle de construction de l'appli et de release, de mise en production au final. Donc, encore une fois, la méthodologie 12 Factor en fait, nous enjoint à avoir une séparation stricte entre ces trois processus, le build, le release et le run. C'est assez cool parce que en fait, ça va être facile de faire ça avec Docker. Donc le build, en quoi ça consiste? Tout simplement, ça va être le téléchargement des dépendances, la construction des assets, tout ce que vous pouvez faire en amont de la mise en déploiement. Et pour ça, en fait, on a un outil qui est évident en fait, avec Docker, c'est Docker Build, qui, conjointement avec un Dockerfile, en fait, on va pouvoir déclarer toutes les étapes de notre build et préparer en fait, une image de container avant notre déploiement. C'est un peu l'équivalent, par exemple, si on utilise Capifony, de lancer un composer install et après de tout synchroniser sur le serveur. Alors, j'ai souvent, on me pose souvent la question, du coup je l'ai rajouté subrepticement, quand on fait avec des Docker build, des composer install, on arrive souvent à en fait, la limite de l'API GitHub, qui est assez chiante, et on me demande comment on peut faire pour éviter ça, et par exemple mettre un token d'API GitHub. Alors,
Parce qu'il faut savoir que dans un Dockerfile, on ne peut pas vraiment injecter... c'est compliqué d'injecter un token comme ça qui vient de nulle part. Donc ce que je fais en général, c'est que dans mon Dockerfile, donc, par défaut, moi j'utilise souvent l'image Debian Wheezy. En fait, je remplace ce from par en fait, une image de base que je vais construire à part et qui va me permettre de faire des choses comme préconfigurer Composer avec un token d'API. Du coup, une fois que j'ai fait ça, ça me permet de faire mes Composer install tranquillement. Donc j'ai jamais le problème d'API. Ça peut être un problème de sécurité, il faut quand même ne pas l'oublier que si ce token d'API, potentiellement, il ne faudrait pas qu'il sorte dans des repositories publics. Donc il ne faut pas oublier ça non plus. Ensuite, l'opération de release, elle est super simple également avec Docker, puisqu'on va utiliser en fait le concept de registry d'image pour justement en fait pousser l'image qu'on vient de construire sur le registre. Alors on a plusieurs façons de faire ça. On peut utiliser le registre public. En général, si vous avez un projet pas open source, vous ne voulez pas forcément faire ça, ou alors Docker propose une gestion de repository privé, qui est payante bien entendu, mais ce n'est pas un problème puisque de toute façon vous pouvez aussi installer un registre privé chez vous. C'est trivial à faire, il y a un container pour ça, il suffit, un simple Docker run permet d'installer un registre privé. Et une fois qu'on a release notre image, on n'a plus qu'à l'exécuter avec Docker. Donc là, pareil, c'est trivial avec un Docker run ou en utilisant Fig. On a une commande qui s'appelle Fig up et qui nous permet en fait de déployer, créer en fait tous les containers dont on a besoin pour un premier déploiement ou mettre à jour les containers qui ont été mis à jour. Alors ensuite, on a la gestion des process. En fait, dans la terminologie 12 Factor, un process, ça va définir, c'est un peu, comme qui dirait, en fait, j'ai toujours du mal à l'expliquer, je suis désolé, mais en gros, un process, ça va représenter notre application. Notre application, elle est censée, en fait, concrètement, être un processus qui s'exécute sur notre hôte. En gros, notre process, ça va être un container Docker, tout simplement. Ces processus, il faut qu'ils soient stateless, et en fait qu'ils ne partagent le moins d'infos possible. Idéalement, qu'ils ne partagent rien. Donc souvent, ce que je vois, quand des personnes commencent à dockeriser leurs applications, c'est qu'ils vont utiliser des volumes pour partager entre des containers des répertoires. Par exemple, le répertoire de cache dans lequel on a les sessions par défaut avec Symfony. Ça, c'est une mauvaise idée. Parce que, en fait, partager nos datas, on a des risques de corruption, etc. Ce qui est plus intéressant de faire, c'est, dans chaque container applicatif, en fait, de garder donc, notre cache par container et de déplacer nos sessions, en fait, dans un data store, par exemple Redis. Et ça nous permet en fait d'avoir vraiment une séparation et de ne rien partager entre les containers. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est très important. Ça va nous permettre notamment de pouvoir scaler beaucoup plus facilement. Il reste quand même quelque chose qu'on partage aussi souvent entre les différents containers, ça va être les assets. Donc tout ce qui est upload d'images par les utilisateurs, ce genre de choses. Pour ça, c'est simple, en fait, on va pouvoir les considérer comme un service, comme un autre, en utilisant des choses comme Amazon S3 ou n'importe quel service en fait, d'hébergement d'assets. Ça nous permet, encore une fois, en fait, de bien avoir une séparation des containers. Ensuite, on a les histoires de port binding. Alors, j'ai trouvé des images super moches, je suis assez fier de moi. Et ça donne un petit côté rétro à la présentation. Le port binding, c'est en fait ce qui va nous permettre, nous dire de notre application, elle est censée écouter sur un port réseau et être complètement
Containeriser. Donc containeriser, ça tombe bien, c'est ce que j'aime. Et du coup, avec Docker, on va facilement pouvoir en fait, exécuter notre application et publier les ports avec l'option -P de notre Docker Run. Et grâce à ça, en fait, on peut facilement transformer chaque application en baking service en fait, d'une autre application. Ce qui nous permet d'aller très facilement vers des architectures de type microservice, par exemple. Donc ça, pareil, c'est intéressant. Et ça nous permet d'avancer vers des concepts en fait, comme la concurrence de nos process. Donc comme je disais tout à l'heure, les histoires de mes process sont stateless et ne partagent rien, ça me permet en fait, de scaler très simplement mes applications, puisque si je prends donc, une application qui ressemble à ça, on a à gauche là, on a un reverse proxy, par exemple Aproxy ou Varnish. Derrière, on a déjà placé 2 containers applicatifs qui sont potentiellement sur des serveurs séparés. Même pas potentiellement, c'est plus intéressant de les avoir sur des serveurs séparés. En fait, si je veux scaler mon application, il me suffit en fait de démarrer un container en plus. Et comme j'ai aucune notion en fait, d'état entre mes containers, je suis sûr que ça va marcher. C'est ça l'intérêt. Donc scaler avec une architecture en fait, avec une appli qui respecte les principes 12 factor, c'est vraiment une histoire de rajouter des process, lancer des nouveaux process pour absorber la charge. Et tout ça en fait, c'est rendu possible grâce à tout ce qu'on a vu avant. Et surtout en fait le concept de stateless et de share nothing. Ça marche aussi pour les histoires de background jobs et de tous les workers qu'on pourrait avoir. Je vais pas la refaire, mais c'est les mêmes choses que pour les process web. On ne partage rien, et comme ça, voilà, on peut popper ça pour toutes les personnes qui ont fait du queuing avec RabbitMQ ou avec Redis ou n'importe quoi. Ça, c'est vraiment très très intéressant aussi. Il suffit de popper un nouveau worker et on a scalé, en gros. Ces histoires de stateless, ça nous permet aussi en fait, d'augmenter la résilience de nos applications par en fait, le fait qu'on va pouvoir se passer de n'importe quelle partie de notre application. Par exemple, si pour une raison X ou Y, mon container applicatif il meurt, c'est pas grave parce que j'ai toujours en fait 2 autres qui sont là pour prendre le relais. Et il n'y a pas forcément de corruption de données entre qui est entraîné par justement la mort de mon container applicatif. Donc c'est plutôt cool. Si vous ne connaissez pas déjà, il y a Netflix qui développe un outil qui est très intéressant pour tester vos applications à ce niveau-là, qui s'appelle Chaos Monkey. En fait, ça fonctionne très simplement sur en fait, une architecture comme ça applicative. Ce qui va faire Chaos Monkey, c'est juste killer des services au hasard, en gros. Et ça va vous permettre de voir comment votre application va réagir en cas de failure d'un service. Et pour info, ça a pas mal circulé ces derniers temps là, avec les problèmes qu'a eu Amazon sur sa plateforme de cloud. Netflix, ils ont perdu, je crois que c'était les 3/4 de leur base de données là, suite à les problèmes d'Amazon. Et le service a tenu comme si de rien n'était, quoi. Donc ça montre. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui montre l'importance d'avoir toute cette séparation en fait, entre les process qui composent notre application. Et là encore, en fait, ça s'applique également grâce à Docker avec nos concepts qu'on avait tout à l'heure. Que en gros, si j'ai mon architecture à base d'ambassadeurs comme ça, avec là, j'ai mis 2 MySQL. Si j'en ai un qui meurt, pareil, pour une raison X ou Y, en fait, ce qui va se passer, c'est que le premier ambassadeur, il va dire, moi je m'en fous, quoi, t'es mort, à la limite, je me fous de ta gueule. Et je vais juste me reconfigurer tout seul pour me dire, voilà, j'ai plus qu'un seul MySQL. Et en fait, le deuxième ambassadeur, lui, il est même jamais au courant qu'on a perdu un MySQL. Il sait même pas ce que c'est, quoi. Donc à partir de là, en fait, je pense que c'est facile de voir que cette architecture, ça permet d'avoir non seulement des systèmes qui scalent beaucoup mieux, mais surtout en fait, des systèmes qui sont tolérants à l'erreur.
Ensuite, on va avoir le concept de parité entre la dev et la prod, qui est pareil, ça c'est à chaque fois que, dans toutes les conférences où je vais, je parle de Docker, c'est une question qu'on me pose à chaque fois, et pour ceux qui ont déjà vu, qui m'ont déjà entendu parler de Docker, peut-être vous vous souvenez que la dernière fois au PHP Tour, par exemple, j'avais dit faire des containers qui sont exactement les mêmes en dev et exactement les mêmes en prod, c'est pas forcément une bonne idée. J'ai changé d'avis depuis. Et en fait, parce que aussi on a du tooling qui est de plus en plus performant pour arriver à ces choses-là. Donc l'objectif, je pense qu'il est assez clair, c'est réduire la friction entre le dev et la prod. Je vous ai pas mis le célèbre mème, en gros, ça marchait sur ma machine, maintenant c'est le problème des ops. Je pense que tout le monde l'a en tête. Et en fait, ça, c'est grâce à Docker, on va pouvoir éliminer ce genre de problème. On va aussi pouvoir accélérer ou réduire, en tout cas, le temps du premier deploy, par exemple, d'un nouveau venu. Et faciliter des process super importants comme l'intégration continue et aussi les process de build qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme je disais tout à l'heure, Docker, ça nous permet d'avoir des environnements. En fait, ça va nous permettre d'avoir, surtout, de pouvoir encapsuler des services. Souvent, ce qu'on faisait avant, enfin moi, ce que j'ai fait vers le début de ma carrière, c'était quand j'avais un peu la flemme d'installer MySQL ou Postgre sur ma machine de travail, je mets un SQLite, et puis de toute façon, j'ai une couche d'abstraction, ça va marcher, quoi. Voilà, pour ceux qui ont déjà essayé ça, je pense que vous avez tous vu, ça ne marche pas. Et c'est quand même vachement plus sûr d'avoir sur mon environnement de dev exactement les mêmes services que je vais utiliser en production. Donc ça, avec Docker, c'est facile à réaliser, et c'est d'autant plus facile depuis en fait qu'on a Fig, qui est très très performant pour ça, parce qu'au final, en fait, moi le truc qui me dérangeait avant, justement dans l'histoire dev prod, c'est que pour faciliter le développement en dev, c'est bien d'avoir un seul container qui contient toute mon application, donc que ce soit mon serveur web, mon serveur de base de données et tout, parce qu'à un moment, c'est juste chiant de devoir lancer 10 containers à la main, quoi. Alors qu'avec Fig, je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, en fait, décrire toute l'architecture de mon application, et d'une seule commande, en fait, la déployer, enfin créer tous les containers dont j'ai besoin. Concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce qui est écrit, mais en gros, ça c'est un fichier de configuration Fig qui ressemble pas mal à un truc que j'ai fait récemment. En premier, je vais déclarer, tout en haut là, je déclare en fait mon container web qui contient en l'occurrence un Nginx et un PHP FPM. Moi je suis assez partisan des containers, pas forcément monoprocess, mais qui sont plus basés sur un rôle que vraiment un seul process. Alors, pareil, hein, on n'est pas sectaire, je ne vais pas vous engueuler si vous ne faites pas comme moi, mais en gros, j'aime bien avoir un container qui fait une chose, quitte à avoir un, deux, peut-être trois process. Après, il ne faut pas trop déconner, il ne faut pas en mettre trop non plus. Mais je ne vais pas faire, par exemple, un container Nginx et un container PHP FPM à côté. Je vais plus avoir tendance à le regrouper, au moins ce truc-là. En deuxième, j'ai un container de base de données, et en fait, les trois autres containers sont des containers en fait de volume qui vont me permettre, et c'est là que vous allez peut-être rigoler, de partager des fichiers entre mes containers. La chose que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire tout à l'heure. Donc là, ça me permet de vous rappeler que ça reste des recommandations et que ce n'est pas toujours faisable tout de suite, en fait. On n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Donc moi, en l'occurrence, je fais encore du partage de fichiers entre mes containers. Et en fait, une fois que j'ai déclaré toute mon infrastructure, et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que en plus finalement de faire de la déclaration, de configuration, etc., on arrive en fait à des technologies qui nous permettent de faire de la déclaration en fait d'infrastructure. Et ça, c'est un concept qui est vachement intéressant, qui mériterait une conf à part entière, et que je ne vais pas faire. Et je vais plutôt vous dire pour l'instant que Fig, c'est très très bien. Il y a encore quelques problèmes par contre, notamment ça ne gère pas l'orchestration remote. Par exemple, ça ne va pas pouvoir créer des containers sur différents serveurs. Pour ça, on a d'autres outils qui existent en tierce partie, dont des choses comme Flocker, Panamax ou je pense que DIS ou ce genre de trucs peuvent le faire assez facilement. Mais il ne faut pas perdre de vue que Fig, ça reste l'outil officiel qui a été racheté récemment par Docker
et que il y a un moment, ça finira par le gérer, c'est sûr. Ensuite, un point qui est pour moi en fait encore assez flou dans le monde Docker, c'est la gestion des logs. Donc l'idéal, dans une appli 12 factor, le manifeste nous dit l'application n'a pas à se soucier de comment sont gérés les logs. Donc, très bien. Et quand on continue de lire, ça nous dit voilà, tous les process sont censés loguer sur std_out. Alors bon, avec Symfony, ça va être un peu compliqué. Parce que bon, si on se met à afficher des trucs sur std_out, ça va tout péter. Donc à la place, moi c'est un des points de 12 factor que j'ai pas encore réussi vraiment à trouver d'application pratique pour respecter cette chose-là. Donc je vais plutôt en fait faire confiance à d'autres outils qui sont aussi faits pour ça, qui marchent très très bien, comme la stack ELK, donc Elasticsearch, Logstash et Kibana, qui va nous permettre de gérer des logs. Donc j'espère que vous êtes allés à cet atelier. Si c'est pas de bol, c'était hier. Si vous n'êtes pas allé, il y a aussi une conf qui était aussi hier. Voilà, donc les aléas du programme, c'est un peu dommage, mais sinon, il reste toujours ce post de blog de Olivier Dolbeau, donc qui est la personne qui a fait la conférence hier sur la stack ELK, qui explique comment configurer votre appli Symfony avec Monologue, avec une stack ELK. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a pas mal de containers qui existent déjà préconstruits pour exécuter toute une stack de gestion de log. Donc vous avez juste à le lancer, brancher votre appli, et vous avez une super gestion de log. On arrive au dernier point de la méthode 12 factor, c'est les admin process. Donc là, je n'ai pas trouvé du tout d'image. Donc on va passer très très vite. Les process d'admin, qu'est-ce que c'est? C'est tous les scripts qu'on va vouloir exécuter pour faire de la maintenance. Donc ça va être par exemple, je sais pas, des migrations doctrines, ce genre de choses. Il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Moi jusqu'à récemment, ce que je faisais, c'était que j'avais un container spécialisé pour exécuter des process en fait, dans un environnement qui soit le même que mes process web. Donc je construisais ce container, mais le problème de ce truc-là, c'est que en fait, c'est difficile à faire parce qu'il y a toutes les histoires qu'on a vues tout à l'heure de variables d'environnement pour la configuration. C'est un peu rébarbatif d'avoir encore un autre container dans lequel il faut encore injecter des variables d'environnement. Heureusement, depuis la version 1.3 de Docker, qui est sortie la semaine dernière, on a une nouvelle commande qui s'appelle docker exec, qui nous permet d'exécuter des process directement dans un container qui existe déjà. Donc ça va nous permettre typiquement de dire dans mon container web, je vais exécuter mes migrations doctrines. C'est pas forcément encore optimal du point de vue des process d'admin, mais c'est quand même vachement pratique. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise encore une fois Fig, qui a une commande qui s'appelle figrun, tout simplement, qui permet en fait de lancer une commande dans un container qu'on a déjà déclaré, en l'occurrence par exemple le container web, en le lançant avec le même environnement que les autres containers finalement. Donc toutes les histoires de variables d'environnement qui sont rébarbatives à injecter, Fig s'en occupe tout seul. Donc ce qu'il faut retenir, c'était peut-être un peu dense et rapide, ce qu'il faut retenir en fait des 12 factor, avec Symfony et Docker en tout cas, c'est que, donc encore une fois, ça reste des recommandations. Je pense qu'on a tous on a tous eu des problèmes avec des histoires de bonnes pratiques. Si vous avez lu notamment le PDF que Sensio Labs a réalisé dernièrement, il y a à apprendre et à laisser. Là, c'est pareil. Dans les 12 factor, je pense qu'il y a à apprendre et à laisser, et il faut vraiment prendre ce qui a du sens pour vous et ce qui est faisable. Je ne vais pas dire facilement, mais au moins un truc qui ne vous met pas dans la merde si vous le faites, quoi. Il y a quand même des gens qui s'obstinent à faire des trucs qui ne marchent pas du tout sur leurs infras, et il faut quand même en être conscient. La grosse notion importante, c'est cette histoire de stateless. Parce qu'au final, si on ne devait retenir qu'une seule chose, là, si je ne devais avoir fait qu'un seul slide de ce qu'il faut retenir, ça aurait été celui-là. C'est vraiment, il faut que vos process qui constituent toute votre application partagent le moins de choses possible. Par exemple,
j'ai bossé sur un projet il n'y a pas si longtemps que ça, qui en fait mélange au niveau des workers et des process web, qui mélange en fait des bouts de code et des appels. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il y avait un espèce d'enchevêtrement entre les workers et les process web, ce qui nous a en fait posé énormément de problèmes quand on a voulu, ne serait-ce que externaliser les process web sur d'autres serveurs pour avoir scalé un peu les workers. Donc ces histoires de stateless, c'est très 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 important et ça nous permet de scaler facilement et surtout, comme je disais tout à l'heure, d'être beaucoup plus résilient et fault tolerant. Autre point super important, c'est ELK. Les logs, c'est quand même une partie super importante qu'on oublie très souvent, alors qu'il y a d'excellents outils pour ça, et que surtout, avec les nouvelles technos de containerisation, en fait, ça devient trivial d'avoir une plateforme de gestion de logs très performante. Comme je disais tout à l'heure, avoir une stack Elasticsearch, Logstash et Kibana, c'est juste un Docker run. Et ça va marcher. Donc il n'y a plus aucune raison de ne pas utiliser ce genre de choses. Dernier point, avant-dernier point à retenir, c'est Fig. Comme vous l'avez peut-être constaté, j'aime beaucoup Fig. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais depuis que j'y suis, en fait, c'est vraiment, je n'en reviendrai pas. Vous pouvez tout trouver, la doc sur fig.sh. Comme je disais tout à l'heure, c'est la manière officielle d'orchestrer des containers Docker. Donc ça va continuer d'être maintenu et de gagner en nouvelles fonctionnalités et en performance. Et le dernier point à retenir, ce sera le pattern ambassador qui va en fait nous permettre de modeler l'architecture de nos containers, en fait, les interdépendances de nos containers, de façon très modulaire et très fault résiliente, encore une fois. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je pense qu'on a quoi, 10 minutes? Voilà. Si vous voulez les mêmes lunettes que moi, il faut demander aux personnes de Joli Code. Ils vous en donneront avec plaisir. Bonjour. Oui. Bonjour. Pour revenir sur le pattern ambassadeur, comment gérer la communication entre deux containers à travers ce pattern? Est-ce qu'il y a une couche de sécurité? Si ça passe entre deux serveurs Ça, en fait, ça va être à la discrétion de la personne qui va implémenter l'ambassadeur, au final. Il y a des choses qui existent déjà, qui sont préfaites pour faire des ambassadeurs. Si tu veux de la sécurité entre deux containers, il va falloir que tu l'ajoutes toi-même. Ça ne va pas être built-in. Si tu veux, par exemple, des communications qui seraient encryptées en TLS ou en SSL, il va falloir que tu les fasses toi-même. Il y a des containers tout faits pour des ambassadeurs qui existent, qui sont faits par Jeff Lindsay. C'est la personne qui a beaucoup bossé sur Flynn, qui est un PAS, un des premiers PAS à s'être monté sur Docker, il a fait des choses comme Ambassador D, je crois, ça s'appelle, et qui permet en fait de faire de l'autoconfiguration d'ambassadeurs. Mais encore une fois, il faut vérifier. Je ne sais pas si ça gère SSL ou quoi. Donc voilà, il faut vraiment que tu le fasses toi-même. Il n'y a rien de built-in pour ça. Toujours sur les ambassadeurs, il y a un peu des retours sur l'overhead que ça impacte en termes latence, réseau et tout sur ce type de pattern dans une infra. Alors, l'overhead en fait, des ambassadeurs, il est très faible parce que, en gros, j'imagine que ton point d'inquiétude, c'est qu'il y a 3 connexions réseau au lieu d'une. Le truc, c'est que sur ces 3 connexions, tu en as 2 qui sont de container à container sur le même hôte. Il y a très peu d'overhead pour ça en fait, parce que c'est géré en interne direct dans le firewall. Enfin, je sais pas exactement, je pourrais pas vous expliquer là tout de suite comment ça marche exactement au niveau interne, mais il y en a très peu. Au final, c'est quasiment comme si tu avais juste une seule connexion réseau. Il n'y a pas de problème de performance là-dessus. Merci. Merci pour la conf. Tu parlais de Flynn justement. Est-ce que tu as un petit peu de visu sur est-ce qu'on va arriver à des plateformes PaaS
privées en Docker assez rapidement, disponibles? Alors, j'ai arrêté de suivre ces choses-là, tout simplement parce que j'en ai pas trop le besoin. Il me semble que Flynn, ils vont bientôt avoir une version qui va être stable, ou presque, si c'est pas déjà le cas. Mais en gros, il y a pas mal de gros acteurs là, qui se lancent sur le sujet du PaaS maison, avec notamment CenturyLink Labs qui a sorti Panamax il n'y a pas longtemps, Google qui a sorti Kubernetes, si je prononce bien. Je pense que cette partie du tooling en fait, autour de Docker, elle est encore en pleine effervescence. Personnellement, je n'utiliserai pas ces choses-là en prod. J'attendrai d'avoir des retours d'autres acteurs et que ça mature un petit peu. Merci. Donc j'ai une question. Est-ce que tu as déjà déployé en production plusieurs serveurs avec du Docker, enfin des Docker dans tous les sens, etc. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? En fait, ce que je fais surtout, je déploie surtout mes archives multi-containers. Je vais avoir une partie web. Et là où je vais déployer plusieurs autres containers, ça va plus être au niveau de mes jobs en background que je containerise. Comme ça, je peux les déployer où je veux, les one-shotter et tout ça. Après, comme là, je n'ai pas fait récemment de trucs à forte charge. Du coup, j'utilise pas mal Fig. Je garde en fait la modularité d'avoir plusieurs containers, mais sur le même hôte en général. Je ne suis pas encore trop de retour sur des archives vraiment à forte charge distribuées. Là, il faudrait peut-être plutôt aller voir les confs de Netflix ou Spotify pour ce genre de choses. Mais ils ne sont pas là, malheureusement. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, je connais pas du tout Docker et très peu Vagrant, mais est-ce que c'est plus complémentaire ou vraiment complètement on remplace l'un et l'autre? C'est mi-complémentaire, En fait, le truc, c'est que dans Vagrant, tu vas utiliser des VM, des virtual machines. Docker, c'est ce qu'on appelle des containers. En fait, c'est une surcouche à une techno du kernel Linux qui va t'éviter d'avoir tout l'overhead des VM, en gros. Et tu peux utiliser Docker dans Vagrant, par exemple. L'inverse n'a pas de sens, mais Docker dans Vagrant, tu peux le faire. Tu peux manager des containers Docker avec Vagrant. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. On peut en reparler tout à l'heure si tu veux. Une dernière question peut-être? Donc, à ce que je comprends, quand on crée un container Docker, c'est comme si on faisait une Vagrant, mais sans tous les fichiers du système de l'OS. C'est pas exactement ça, parce qu'on a quand même beaucoup de fichiers de l'OS guest. La différence, c'est vraiment au niveau de comment ça marche à très bas niveau. Avec les VM, on va avoir un hyperviseur, on va devoir booter un système complet, alors qu'avec un container, on va juste utiliser des appels kernel en fait, qui nous permettent de segmenter les process à l'intérieur d'une machine. C'est clair ce que je viens de dire? Mais ça c'est pareil, si vous voulez parler comment ça marche Docker au-delà de tout ce que je viens de dire, qui n'était pas vraiment axé sur effectivement qu'est-ce que c'est Docker, comment ça marche, n'hésitez pas à venir me voir, soit je traîne vers le baby, soit je traîne vers les cafés, donc n'hésitez pas. Voilà.